Oh mec, j'ai appris un truc, faut trop que je te... Garde-le pour le podcast. Le podcast? Mais oui, le café des curiosités. Ah, le podcast qui parle de biologie. Dans ce premier épisode du Café des Curiosités, Luca et Nico se retrouvent dans un pavillon sous la pluie avec des chats pour parler de mémoire. Salut Lucas, Salut Nico. ça va? Ça va et toi? Oui, tranquille, on a un bon cadre aujourd'hui. Franchement, le cas d'aujourd'hui est incroyable. Oui, peut-être que vous aurez des interventions de miaou, car on est entouré de chats. Tu feras attention, ton micro est légèrement caché par ta veste. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui Lucas? On va parler de quoi? Bah, En fait, moi je sais pas de quoi tu vas parler parce que le concept maintenant C'est vrai. de ce format, c'est qu'on a chacun un sujet, Oui. Mais on ne sait pas le sujet de l'autre. Et le but, c'est d'apprendre le plus possible à l'autre de notre sujet respectif. Du coup, ça, c'est l'expert qui essaie d'apprendre à l'autre. Mais le non-expert, en guillemets, va essayer de poser des questions un peu des cols à l'autre, Voilà. qui puisse pas répondre. Et puis, c'est là qu'on marque des points. Du coup, aujourd'hui, globalement, le sujet, c'est la mémoire. Et bien alors, Lucas, dans la loterie des sous-thèmes de la mémoire, j'ai eu la mémoire corporelle. Mémoire corporelle, Eh oui, d'accord. eh oui. Donc, on espère que ça va bien. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, tu l'avais aussi et que c'est un problème. Ah non, j'ai trop pas la même. Imagine. Ok. Bon. Moi, je vais t'emmener d'abord sur un truc que tu connais déjà un petit peu. C'est la mémoire procédurale. Donc, la mémoire procédurale, c'est une mémoire qui se dit non déclarative, c'est-à-dire qu'on l'utilise de manière inconsciente. Et en fait, c'est elle qui permet les mouvements automatiques et tu l'utilises justement sans réfléchir. Quand tu lèves ta main, tu ne te réfléchis pas, ok, là je fais quoi, je lève ma main. Ou quand tu marches, etc., tu vois, c'est pas toi qui réfléchis. Ça se fait tout seul. À moins que quand tu croises des potes, quand tu es en train de marcher, et là tu Ouais, commences à là réfléchir tu à bugs. comment Ouais, tu marches, ça et là tu c'est bugs. bizarre, ouais. Mais c'est cette mémoire qui a donné l'expression c'est comme le vélo, hein, ça s'oublie pas. Ça s'oublie pas. Parce qu'effectivement, cette mémoire, c'est la mémoire à plus long terme qu'on a. Et c'est celle qui résiste le plus en fait aux pathologies. Donc ça, je trouve ça très intéressant parce que justement, on connaît plein de mémoires, de maladies neurodégénératives. Justement, on perd des capacités cognitives, mais il y en a moins qui affectent la motricité. Bien sûr, on en connaît quelques-unes comme Parkinson, mais il y en a tout de même moins. Du coup, juste pour situer, je vais tenter de dire ça de manière compréhensible parce que toi, tu m'es en face, donc je peux te mimer, mais les personnes qui nous écoutent, eux, ne peuvent pas voir. Du coup, cette mémoire, la mémoire procédurale, se situe principalement, la mémoire se stocke dans le striatum et le cervelet. Donc le striatum, il faut s'imaginer que c'est vraiment au centre du cerveau, dans une zone qui s'appelle la zone subcorticale. Donc c'est sous le cortex, donc si vous voyez c'est la moitié blanche, ça s'appelle le cortex. Et pour le cervelet, il se situe à la base du crâne, au-dessus de la nuque. Voilà. Ouais. Donc ça c'est les endroits où se situe la mémoire procédurale en effet. Je vais prendre un exemple, en fait on situe un peu ce qui se passe justement quand on apprend quelque chose de manière automatique comme on avait dit le vélo. Mais là je vais prendre l'exemple de la marche. Donc lorsqu'on apprend à marcher, notre cerveau il envoie des signaux électriques aux muscles pour se contracter. Donc ça c'est classique, on peut à peu près le voir. Et en fait au fil du temps, avec ces répétitions, il va y avoir ce qu'on appelle la plasticité synaptique qui va du coup faire que vu qu'on utilise beaucoup ce chemin neuronal, ce système nerveux, en fait ça va renforcer et il va y avoir des modifications qui vont faire que quand on a un signal qui part du cerveau pour aller là-bas, en fait il sera beaucoup plus fort que si tout d'un coup on apprend un nouveau mouvement. Et en fait, à force de faire ça, ça fait que ça devient automatique et on n'y réfléchit même plus. Et en fait, ça, c'est justement ce qu'on appelle la plasticité synaptique, mais aussi la potentialisation à long terme qu'on avait vu une fois en cours, c'était le PLT ou un autre truc en anglais, bref, où justement, c'est là où on voyait qu'un signal était renforcé au niveau des synapses, où justement, il y avait des récepteurs qui étaient rajoutés au niveau des synapses, donc les récepteurs qui permettent que ça fasse passer le signal, en gros. Plus il y en a, plus ça peut faire passer de signaux. Donc c'était justement ça, c'est comment on peut se rappeler de certains mouvements. Le golf aussi, le tennis, etc. Tous les mouvements, le piano, tout ça. Et un truc que je trouvais très intéressant, que si tu as peut-être, ou si tu ne savais pas, je vais te l'apprendre. En fait, la mémoire procédurale, mais pas que elle, en fait, elle se fortifie beaucoup plus durant le sommeil.
J'avais en tête que toutes les mémoires se fortifiaient pendant Alors oui, le effectivement, sommeil. toutes les mémoires, ça fait pendant le sommeil, mais du coup aussi celle-là. Ouais. Moi, j'étais étonné de savoir, moi je me suis dit, logiquement, c'est quand tu fais le mouvement que ça s'améliore, mais en fait, non, c'est pendant le sommeil où justement elle se fortifie et justement le cerveau il repense à tout ce qui se passait dans la journée. Donc voilà, ça c'était mon premier petit sujet, mais moi j'en ai fait plusieurs. Voilà, j'essaie de varier un petit peu. Donc voilà, là c'était d'abord juste savoir un peu comment on se rappelle des mouvements. Mais là maintenant, je vais te parler de si comme moi, je ne sais pas si actuellement toi tu fais encore beaucoup de sport, si tu es un peu en stand-by ou pas, mais je voudrais un peu rassurer les gens qui un temps se sont beaucoup donnés, mais qui là sont en stand-by et qui ont peur d'avoir perdu des performances. Parce que sachez que vous allez reprendre plus vite que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport. Enfin, pas totalement, mais un peu, vous allez voir. Alors, là, je vais parler d'un truc qui est assez récent. Je vais sortir une étude qui date de 2020, qui a été ensuite revue un peu en 2023. En fait, il y a les muscles, ils ont... Enfin, d'abord, je vais aller plus vague, pardon. Quand on fait un effort sportif, le corps, si c'est trop fort, il a besoin de renfort. Donc, ils vont rajouter des cellules musculaires afin d'aider à l'effort et d'aller plus loin. C'est justement quand on s'entraîne, il y a des cellules qui vont se différencier en cellules musculaires pour justement augmenter la force qu'on puisse avoir. Et aussi, du coup, ça va s'hypertrophier en plus d'ajouter des cellules. Et du coup, ça va prendre plus de volume. Et le volume aide aussi à l'effort. Et en fait, ce qu'on pensait, c'était que quand on fait du sport, ça augmente le nombre de cellules. Et ensuite, quand on arrête, les muscles s'atrophient. Et ensuite, du coup, les nouvelles cellules redisparaissent. Et il y a une étude qui a montré qu'en fait, ce serait peut-être pas le cas. Que finalement, on fait beaucoup de sport, on a justement ces nouvelles cellules qui apparaissent, le volume qui augmente par hypertrophie, mais en fait, après qu'on s'arrête pendant un moment, le muscle va perdre son volume, mais par contre, le nombre de cellules reste. Ce qui permettrait ensuite, si on se remet à l'effort, en fait, on a déjà un plus grand stock de cellules, le seul truc qui est en moins, c'est le volume. Et en fait, ça permettrait donc de reprendre plus rapidement le sport. Ça a été montré sur des souris, comme quoi ça marchait. Certains cas humains ont été utilisés, mais ce n'est pas encore entièrement prouvé. Mais du coup, ça pourrait être une piste, mais ce n'est pas sûr. Surtout qu'en 2023, il y a une nouvelle étude qui a montré qu'on ne pouvait pas être sûr de ça, que finalement ces cellules qui se rajoutaient restaient. D'ailleurs, ça s'appelle des myonoyaux, myo qui vient pour muscle et noyaux parce que c'est des cellules polynucléées, bref, avec plusieurs noyaux intérieurs. Et en fait, du coup, une nouvelle étude a démontré que finalement, c'était peut-être pas tant que ça qui permettait d'avoir une meilleure reprise de sport, mais c'est peut-être autre chose. Et cette autre chose, c'est l'épigénétique. L'épigénétique. L'épigénétique, qu'est-ce que c'est ? Bon, je ne sais pas si tu vas en parler après ou pas, mais du coup, je fais vite une brève parenthèse. L'épigénétique, en gros, c'est des modifications du génome, mais pas directement le génome, c'est plus on va dire extérieur au génome, où il y a quelques petites modifications qui, en gros, peuvent, à moyen ou long terme, modifier l'expression d'un gène, par exemple. Par exemple, imaginons, je prends un cas qui va peut-être parler à plus de monde, il y a un gène qui permet de digérer le lactose, et un épigénétique, ça pourrait permettre d'exprimer encore plus ce gène qui permet de digérer la lactose, afin d'être encore plus tolérant au lactose et pouvoir s'ingurgiter des litres de lait. Donc ça, c'est un exemple de l'épigénétique, c'est des petites altérations sur l'ADN, mais qui ne se transmettent pas à travers les générations. Et du coup... Hoppa, Nico, je veux pas créer aux fausses infos, mais breaking news, des fois ça se transmet. Et je vais pas spoiler, mais vous verrez, j'en parle dans ma partie juste après. Et du coup, cette étude de 2023 a émis l'hypothèse qu'en fait, l'épigénétique pouvait aider justement à la reprise du sport. Parce que quand on fait du sport, on a ces noyaux qui se rajoutent. Ça, c'est vrai, au cas où ils se rajoutent. Mais ce qui n'est pas sûr, c'est que s'ils restent après une pause. Okay. Et en fait, du coup, ils s'ajoutent. Mais en plus de ça, il y a une modification qui s'appelle la méthylation, qui en fait, normalement, permet justement de gérer l'expression de certains gènes. Et en fait, les gènes qui permettraient à la croissance des fibres musculaires, ils sont dits hypométhylés. Donc, ils sont moins méthylés que la normale. Et en fait, l'hypométhylation est souvent liée à une expression accrue du gène. Et du coup, ces modifications épigénétiques, donc cette hypométhylation, elles semblent rester plus longtemps dans le temps que justement les myonoyaux dont je parlais précédemment, et donc permettraient une meilleure reprise parce que grâce à ces modifications, on pourrait plus facilement refaire de la fibre car les gènes qui permettent de faire de la fibre musculaire sont plus exprimés. Donc voilà.
après, dans l'étude justement là, la saison des sports et des repos de sport durait 7 semaines. Donc on disait je crois que c'était quand même des souris. Elles faisaient 7 semaines de sport, donc elles couraient dans la cage parce que c'est des souris. Elles ne vont pas soulever de la fonte. Et ensuite, elles avaient 7 semaines de pause où justement, quand elles reprenaient le sport après 7 semaines de pause, elles avaient des meilleures performances, les performances s'amélioraient plus vite que la première fois. Voilà. Est-ce que tu as des questions pour l'instant? J'ai presque fini. Non, je trouve ça intéressant, une espèce de mémoire des muscles. Ouais, ça s'appelle, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais ça s'appelle la mémoire musculaire. C'est un nouveau terme que tu pourrais peut-être chercher si ça t'intéresse. Mais en tout cas, n'hésite pas à m'interrompre si tu as plus de questions. Moi, ça me faisait juste penser à la mémoire immunitaire, qu'on a des petites cellules qui restent en mode mémoire. C'est vrai. Et ça me fait un peu penser à ça, mais du coup, si c'est de l'épigénétique, c'est un peu différent. Ouais, après, du coup, comme on a dit, ça peut être un peu des deux. Mais il est quand même, tu as noté que, justement, selon les... Il pleut très fort. Hein, il est à noter qu'il pleut très fort actuellement. Très fort, ouais. En espérant que ça ne s'entende pas trop, mais si ça s'entend un peu, ça fait une petite vibe. Je tiens juste à noter, avant que je passe à mon prochain petit sujet, que en fait, en 2023, justement dans l'étude la plus récente que des deux, en fait, il y a eu un à peu près consensus, où justement ils ont vu après des recherches, que justement les myonoyaux qui restent, en fait, ils resteraient à court moyen terme. Donc, ils restent quand même un petit peu, ils ne meurent pas tout de suite, ils ne sont pas directement dans la mort cellulaire, mais ils restent à moyen terme, c'est-à-dire ça peut rester quelques semaines à quelques mois. Donc on peut aller peut-être 3-4 mois, tu vois. Donc voilà, je leur dis, pour les gens qui ont fait du sport et qui ont peur d'avoir tout perdu, sachez que c'est pas tout à fait ça. Vous avez encore un peu d'espoir. Et finalement, je vais parler d'un sujet que j'ai revu récemment et je me dis que c'était très intéressant et ça correspond un peu. J'ai un peu dévié du sujet de la mémoire corporelle, mais tu verras, il y a un petit lien. L'amputation, c'est pas très sympa, hein. Ok, ça commence comme ça, d'accord. Non, c'est pas ouf. Non, effectivement, c'est pas ouf. Et les gens qui sont amputés, ils ont certains problèmes qui, malgré leur amputation, donc ils ont plus de membres, imaginons que tu te fais amputer un bras, mais ils ressentent encore des sensations et de la douleur. Donc ça s'appelle les sensations fantômes ou douleurs fantômes. Et du coup, les membres qui sont plus là s'appellent les membres fantômes. Et j'ai trouvé assez intéressant de savoir pourquoi ça arrivait. Parce que, en fait, normalement, on sent des choses, par exemple avec notre main, parce qu'on a des récepteurs qui permettent justement de sentir qu'il y a de la pression. Et du coup, on a une fibre nerveuse qui va à notre cerveau pour dire « Ah, attention, il y a quelque chose ». Mais là, il n'y a plus rien. Donc pourquoi ça se passe? T'as une petite idée ou Le pire, c'est que j'en ai déjà entendu parler, mais je t'avoue, je sais pas exactement pourquoi. Hein. Eh je vais essayer d'y répondre. Alors déjà, un petit nombre, les douleurs fantômes ou les sensations fantômes, ça arrive à vraiment une grande majorité des gens qui sont amputés. De 60 à 80% des gens ressentent ces sensations et qui peuvent varier en termes de souffrance, de ça va à ça fait très mal. Donc c'est vraiment pas très sympa. Et les causes, en fait, j'en ai repéré deux principales. En fait, premièrement, il y a la formation de ce qu'on appelle des néphromes. Et un néphrome, en fait, c'est quand, du coup, le bout du nerf, donc ça part du cerveau, ça va justement au bout du membre, par exemple. En fait, quand c'est coupé, quand ce qui s'appelle l'axone est coupé, donc l'axone, c'est justement la projection du neurone est coupée, en fait, ça va faire une petite boule à l'endroit où c'est amputé, par exemple au niveau du moignon. Ça va former une petite boule et en fait, il y aura une surexcitabilité. En fait, les canaux sodiques, donc c'est des canaux qui se retrouvent sur les neurones qui permettent l'excitabilité en faisant rentrer du sodium, ils sont surexprimés et en fait, il y en a beaucoup plus. Et les moignons deviennent beaucoup plus sensibles au toucher et aussi aux réactions chimiques, par exemple si on touche quelque chose d'acide comme ça, et ça augmente vraiment énormément la souffrance. Et en fait, justement, quand on a contact avec ce membre, ça peut justement faire comme si on avait déjà très mal, et comme s'il y avait encore un membre à cet endroit-là. Parce que justement, l'ancien neurone qui s'occupait de là, il reçoit du signal, mais qui est faux. Et du coup, on a l'impression de ça. Et en plus de ça, il y a un autre paramètre qui rentre en compte. En fait, à la base, tu as une partie de ton cerveau, tu as des neurones qui sont responsables justement de ce membre. Donc, ils envoient des signaux qu'il faut le bouger, etc. Mais là, ils sont au chômage, parce qu'il n'y a plus rien. Et le cerveau, il se dit, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce dawa? C'est bizarre, normalement, il y avait quelque chose. Et ce trou-là, vu qu'ils sont plus excités, ces neurones, il va essayer de le compléter. Il va essayer de réaffecter les neurones à différentes fonctions. Et il a été montré sur des singes et aussi d'autres personnes qui sont amputées, mais des humains,
que quand ils bougeaient la bouche ou le visage, ils sentaient des sensations comme s'ils avaient encore leurs bras. Et pourtant, ils l'ont plus, hein, mais c'est en bougeant le visage qu'ils sentent que ça bouge. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que c'est parce que les anciens neurones du bras ont migré leur fonction vers d'autres trucs comme parler ou... C'est ça, en fait, la zone du coup, de la bouche a un peu envahi la partie qui s'occupait avant du bras. Et du coup, maintenant, quand les neurones de la bouche sont excités, ça va aussi exciter du coup, le membre en périphérie. Et du coup, ça va faire comme si tu avais une sensation dans ton bras en bougeant la bouche. Du coup, en fait, c'est pour ça qu'on peut sentir des sensations dans un membre perdu. Et est-ce que tu connais peut-être des solutions pour ce problème? Je crois que j'avais vu qui disait aux gens de se mettre devant un miroir et de bien prendre conscience qu'ils n'ont plus le membre et de bouger les autres membres peut-être, un truc comme ça. T'as une idée un peu vague, mais ça peut rejoindre un peu le truc. En gros, tu peux poser en fait un miroir au milieu, en face de toi, mais un miroir que tu vois dans la tranche. Et du coup, tu mets ta main encore valide à droite du miroir. Ah oui, et en fait, tu vois du coup dans le miroir ton reflet de ta main. Et en fait, ça fait comme si tu avais encore ton autre main. Parce que tu as l'impression que tu as les deux, vu que ça se reflète et que tu vois dans le miroir. Tu as perdu la main gauche, voilà. Tu regardes ta main droite dans un miroir, tu as l'impression d'avoir la même main gauche. C'est ça. Et du coup, en fait, ça permet de se dire au cerveau, ok, il y a encore là, mais j'ai encore mon bras, c'est normal, du coup, je vais pas commencer à interpréter ça n'importe comment. Et en fait, ça aide des gens. Malheureusement, c'est que sur du court moyen terme. Ça ne marche pas à long terme, il faut trouver d'autres méthodes. Il y a des choses qu'on peut faire. On peut faire de la chirurgie, où en fait, on peut opérer en déplaçant les nerfs qui étaient anciennement pour le membre. Justement, au niveau du moignon, on peut les déplacer. En fait, faire des petites boules et mettre une sorte de pâte dessus. Et en mettant un anesthésiant pendant quelques jours, après, ça peut aider à diminuer la souffrance. Ou encore prendre des analgésiques. Mais du coup, ça demande une médicamentation et c'est un peu plus embêtant. Mais du coup, j'avais vu d'autres choses qui étaient assez intéressantes. Du coup, il y a la boîte à miroir, comme on en a parlé. Mais il y a aussi de la VR, c'est la réalité virtuelle. Et en fait, dans la VR, tu as ton casque et tu vois effectivement comme si tu avais deux mains, même si tu n'en as plus qu'une. Hein. Et du coup, ça peut aider à soulager. C'est comme justement la boîte à miroir dont on vient de parler. Mais malheureusement, c'est aussi à court terme. Alors, la question, c'est est-ce que tu penses qu'il existe une situation, enfin, un moyen de vraiment régler ces souffrances? À long terme, donc. Mhm. J'ai envie d'être optimiste, mais je vais dire oui. Et bien, effectivement, on a une bonne piste. Let's go! Bravo. En fait, il a été créé des prothèses sensibles pourvues de capteurs qu'on va relier du coup, au niveau du moignon, au nerf qui était avant celui relié au bras, tu vois. Okay. Et en fait, ça va permettre de vraiment ressentir des sensations parce que tes capteurs vont envoyer un signal au nerf qui était du coup coupé en deux. Et du coup, les sensations que tu vas ressentir grâce au capteur vont passer par le nerf et vont arriver au cerveau. Et en fait, il y a des gens qui peuvent vraiment ressentir les textures grâce à ça. Wow. Et ça, c'est fou. Du coup, j'ai trouvé incroyable de se dire que finalement, pour les personnes amputées, déjà, ils peuvent potentiellement perdre les douleurs qui leur font passer un très mauvais moment. Et en plus de ça, avoir un membre. Parce que les prothèses, dans le futur, il y a déjà certaines prothèses qui permettent de retrouver à peu près la maniabilité, on peut attraper des vrais, etc. Mais si en plus de ça, ça permet de supprimer la douleur, je trouve ça incroyable. Clairement. Voilà. Et je vais finir par t'interroger. Tiens. Non, alors, c'est une si belle fin déjà. Ouais, désolé. Sur quelque chose de si radieux. Monsieur Lucas. Monsieur Nico, je t'écoute. Je vais commencer par la première question. En tenant compte de ce que j'ai dit durant notre petite présentation. Oui. Parkinson, donc j'en ai vite fait évoquer au début, affecte beaucoup le striatum, donc une partie du cerveau. Donc, quelles seraient les potentielles conséquences de la Parkinson par rapport à ce que j'ai dit avant? Si je te parle de la mémoire procédurale. Les conséquences de Parkinson? Genre de la maladie ou autre? Ouais, de la maladie de Parkinson sur la mémoire procédurale. Ouah, je sais pas trop dans quel sens tu la poses la question, mais je dirais si tu as déjà un problème pour bouger tes membres, peut-être que tu peux plus apprendre de nouvelles capacités comme genre je sais pas jouer un instrument ou faire du vélo, quelque chose comme ça. Effectivement. Mais non. Ça peut être ça, oui. Let's go. En plus, bien sûr, des autres problèmes moteurs qui
qui peuvent venir avec Parkinson, donc les tremblements, etc. Ouais, un peu moins let's go. Un peu moins let's go, ouais. Ouais, ça c'est moins cool. On parle quand même d'une maladie. Deuxième question. Oui. Imaginons, nous avons 2 ex-sportifs de haut niveau, mais qui sont maintenant à la retraite sportive. Pour l'instant, ça va? Ouais. L'un utilisait des dopants qui augmentaient le nombre de myonoyaux. L'autre était tout naturel, bio. Qui aurait la meilleure croissance musculaire s'il se remettait au sport? Alors, il y a les myonoyaux qui sont importants, mais comme on a vu, il y a probablement de l'épigénétique qui joue un rôle là-dessus. Donc, probablement que le naturel reprendrait plus facilement. Dernière bafouille. Je reste là-dessus. Je peux. Alors, selon l'étude de 2020, les personnes dopées semblent avoir une meilleure croissance sportive après une pause. Je suis désolé. Donc quoi, dopez-vous les enfants. Je rigole, ne faites pas ça. Eh bien, nous allons passer... C'est de la triche dans tous les sens, du coup, le dopage. Clairement, vraiment c'est de la sur le vraie moment, et triche. après coup, c'est de la triche, quoi. Et maintenant, imagine un médicament. Ok. Enfin, dans le cadre des douleurs fantômes. Imagine un médicament qui devrait... que devrait-il cibler comme canal de ion, afin de diminuer la douleur? Sodium, calcium, c'est du moignon. Oui, c'est ça. Les canaux sodiques. Diminuer effectivement l'expression des canaux sodiques. Ça permettrait de diminuer la souffrance. Ah, mais ça existe ça ou pas? Bonne question. Ah yes, let's go. C'est déjà un point pour moi. Ça pourrait être une piste en tout cas. Et Okay, ultime question. Wow, une bonus là, c'est ça la bonus? T'as bien aimé la présentation? C'est ça la question. Il y a une bonne ou il y a une réponse ou pas? On verra. Non, je trouve ça très cool. Ouais, j'ai appris des choses. Je trouvais ça bien amené. Merci. Très varié. Bah oui. Tu m'as fait manger à toutes les sauces. Franchement, intéressant. C'était cool. Merci. Juste dit justement les membres fantômes. C'est vite fait de la mémoire, tu sais, genre pourquoi on sent un truc qui est plus là, est-ce qu'il se rappelle de quelque chose? C'est de la mémoire, ça fait partie de ton corps. Ouais, voilà, je trouve que c'était pas mal. Le thème mémoire corporelle a été respecté pour moi. Voilà, exactement. Bon, et bah, content que ça t'ait plu. Et je crois que maintenant c'est... À mon tour. Ouais. Exactement. Attends, je prends des feuilles pour prendre des notes. Est-ce qu'on fait semblant qu'on a une pause de pub? On peut, ouais. Après cette magnifique pause, Nico. Oui. Mon thème d'aujourd'hui. Je t'écoute. Mon angle. Tu l'as spoilé. Yes, let's go. Non, je dis garder le poker face pendant tout du long. C'est quoi l'épigénétique? Je me demande bien. J'espère que j'en ai pas trop dit. Non, c'est bien parce que c'est vrai que tu as été assez en surface, donc c'est cool. L'épigénétique, c'est quoi? C'est mon sujet, mais d'abord, j'aimerais te poser une question à toi. En fait, je commence tout de suite. Vas-y. L'hérédité, c'est quoi? L'hérédité? Ouais. C'est la transmission des gènes d'une personne à sa descendance. Ça, c'est très scolaire, hein, mais... Oui, c'est ça. On peut dire des gènes ou des traits à la descendance. Exactement, donc cette transmission. Et elle se passe comment? Là, c'est plus une question, c'est rhétorique. Elle se passe comment? Principalement, ce qu'on connaît, c'est simplement la séquence d'ADN. On est d'accord? Ton gène, il est codé par des bases ATGC. Et cette succession fait une protéine qui code pour quelque chose. Et donc, normalement, tes parents ont chacun une séquence qui se mélange un peu avant que tu naisses. Donc, quand tu deviens un espèce de zygote, un ovocyte fécondé, disons. Et du coup, c'est ça qui transmet les caractères, les gènes et tout, d'une génération à l'autre. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière d'hériter, de transmettre des caractères? Plutôt des caractères, parce que transmettre des gènes, il faut avoir les gènes pour les transmettre. Mais des caractères, on peut les transmettre autrement, en fait. Okay. On le sait aujourd'hui. Et ça, c'est l'épigénétique, entre autres. Parce que l'épigénétique, c'est, comme tu as dit, en gros, c'est tout ce qui se passe au-dessus des gènes. Donc,
principalement, c'est de la régulation des gènes. Donc, par exemple, on met plus de groupes. En fait, des méthyls, c'est des grosses, pas des grosses, mais des molécules qui se calent sur ta séquence et qui empêchent, par exemple, de lire le gène ou qui, vu qu'il y en a moins, qui permettent que le gène soit plus exprimé. Donc ça, c'est le truc classique de l'épigénétique. Mais il y a aussi le fait d'avoir ces mêmes marqueurs épigénétiques qui, en fait, restent à la génération d'après. Donc, tu pourrais avoir, par exemple, imaginons que tu sois un méga sportif d'élite, tu as tes marqueurs épigénétiques qui peuvent potentiellement passer à ton enfant, qui sont en fait, dès la naissance, hyper chauds au sport. Ça, c'est discutable, mais dans l'idée, c'est un peu ça, en fait. C'est prouvé, ton truc ça, c'est pas prouvé, ça, j'avoue. J'ai trouvé d'autres choses, mais pas ça. Donc voilà, l'idée de l'épigénétique, c'est ça. C'est soit la régulation, soit transmission de traits, sans besoin d'avoir quelque chose codé dans la séquence d'ADN. Et c'est assez, entre guillemets, nouveau comme façon de voir les choses, même si le terme épigénétique est hyper vieux, parce qu'en fait, on a vu que c'est un peu large, c'est régulation des gènes. Mais du coup, moi, je peux te donner déjà des exemples d'épigénétique classiques qu'on a dans notre corps à nous. Et les premiers exemples que je te donne, c'est juste nos cellules, n'importe quelle cellule de notre corps, en fait. Okay. Si on y réfléchit, par exemple, de ta peau ou n'importe quel tissu, les cellules de la peau se divisent, se reproduisent, mais elles font d'autres cellules de peau. Elles ne font pas des cellules d'estomac ou d'autres choses, tu vois. Et en fait, toutes les cellules de ton corps, elles ont le même ADN. Mais les cellules de ta peau font des cellules de peau, tu vois. En fait, c'est des générations, si on veut, des cellules qui se reproduisent, c'est des générations, mais elles se transmettent leurs caractéristiques, leurs traits, de génération à génération à génération à génération. Et ça, c'est pas la séquence d'ADN qui le code vraiment, c'est comment elle est lue et comment elle est marquée épigénétiquement. Donc ça, c'est le truc un peu classique de l'épigénétique. Et maintenant, j'ai d'autres exemples qui sont un peu moins classiques et un peu plus peut-être impressionnants. On verra. Je commence par le moins incroyable qui en fait est tout à fait incroyable. Je pense que tu connais, peut-être je peux poser la question, tu sais comment une reine est déterminée chez les abeilles? Parce que pour l'info, généralement, ce qui se passe, c'est qu'une colonie d'abeilles, c'est quasiment toutes des clones d'elles-mêmes, d'un même génotype. Donc, elles ont le même ADN. Fausse info. Sorry Lucas, petite correction, pas toutes les abeilles sont des clones. Ce sont seulement les mâles qui se développent de non fécondés qui sont génétiquement identiques. Mais même si elles ne sont pas génétiquement identiques, la différence entre la séquence génétique des femelles est très petite, comme elles font partie de la même espèce, et n'est pas suffisante pour expliquer seule la différence de morphologie entre l'abeille ouvrière et la reine. Comment est-ce que de ça, en fait, il y en a une qui, bam, elle sort, elle est 2 fois plus grande que les autres, et puis elle est reine? Alors, je crois que je connais la réponse. Du coup, est-ce que tu veux que je la dise ou est-ce que tu toi la dire? Non, moi je veux bien. Alors, je crois que ça dépend de l'alimentation des bébés abeilles, si j'ose dire. Des larves. Des larves, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Parce que il me semble que les reines mangent de la gelée royale plus longtemps que les abeilles ouvrières. C'est ça, c'est que je crois qu'il n'y a même pas vraiment de différence dans la nourriture propre, mais la quantité quasiment détermine déjà qui va être reine ou pas. Et ça, du coup, on peut bien l'imaginer, c'est pas dans leur séquence, et c'est vraiment quelque chose d'extérieur, genre de la nourriture que tu ingères qui va jouer sur tes gènes, sur tes marqueurs épigénétiques, et carrément te dire, ok, maintenant j'exprime tout le pack méga reine, hyper stylé, hyper grosse, et qu'en fait, chez les autres, ça s'exprime pas, même s'il est codé, en fait. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut aussi dire que, si on réfléchit juste en évolution, tout est déjà codé dans la séquence. C'est-à-dire que tu pourrais devenir une reine, mais tu as la séquence vraiment. C'est pas genre, une fois la reine, de toute seule, elle devient hyper grande. C'est codé dans le gène déjà, et c'est juste caché, en fait. Il y a plein de parties du génome qui sont juste cachées. Ça se trouve, on a des super pouvoirs qui sont juste pas exprimés par épigénétique. Par exemple, des yeux laser, je sais pas. Tout est possible, hein. On sait pas. Non, on sait quand même assez bien quand même notre génome, mais on sait pas tout. On peut pas tirer de laser, t'es sûr? Je ne peux pas dire qu'on ne peut pas. Ça se trouve, il y a un truc caché. Alors voilà, ça c'est l'exemple un peu classique. Du coup, je m'attendais un peu à ce que tu le connaisses. Mais maintenant, j'ai d'autres exemples qui peut-être que tu connais pas. Vas-y. Un truc assez fou, c'est une mémoire d'une peur, si on veut, qui arrive à être transmise d'une génération à une autre. Ok.
pour pas aller chez les humains d'abord, parce que c'est un peu compliqué à faire des expériences, on a testé chez des souris. Ce qui est pas très cool, hein, on a mis des souris dans une cage et on a mis une odeur. Et à chaque fois que cette odeur arrivait, on mettait un choc électrique. Donc en fait, on a conditionné la souris à penser que quand il y a cette odeur, il y a quelque chose de mal qui allait arriver. Choc électrique. Ok, maintenant elle est conditionnée. Cette souris a fait des bébés, on les a mis dans des cages, donc toujours pas très nice, mais de la science, voilà, elle avance. On a mis l'odeur et les souris avaient peur. Les souris évitaient l'odeur, les souris vraiment avaient peur. Ces mêmes souris ont fait des enfants et ces mêmes enfants avaient la même peur. Donc en fait, on peut presque dire que c'est une mémoire d'un traumatisme ou d'une expérience de ta vie qui n'est pas codée dans ta séquence, parce que juste, on ne peut pas coder sur ton ADN. Ah, si jamais quand tu as cette odeur, ça fait peur, tu vois. Il y a un choc. Mais c'est vraiment transmis d'une génération à une autre. Et bien sûr, au bout d'un moment, ça s'estompe. Et d'ailleurs, ça s'estompe même assez rapidement parce que j'ai vu plusieurs fois que les gens disaient que ce n'était pas vraiment la peur qui était transmise, mais c'était une sensibilité dans le sens où c'est comme chez les humains, par exemple, quand on se transmettait les informations avec des histoires, souvent c'était pour dire, je sais pas, ce gros prédateur, il faut l'éviter, ou alors quand il pleut, il faut aller se cacher, des trucs comme ça. C'est un peu ça, c'est un peu comme si dans le génome, il y avait des marqueurs qui étaient mis d'une certaine manière, qui, quand on détectait cette odeur, on était plus sensible. Par exemple, imaginons, en fait, tu as plus de récepteurs à cette odeur-là, donc plus rapidement tu arrives, et la moindre concentration de cette odeur-là te fait « wow, il se passe un truc pas bien », tu vois. Donc c'est pas vraiment une peur en tant que telle qui est transmise, mais c'est une sensibilité à ce stimulus. Mais du coup, est-ce que tu penses, par exemple, les loups, certains loups maintenant sont habitués à l'humain, je crois que leurs descendants sont aussi habitués, dans le sens que maintenant il y a une habituation qui se crée, tu penses que c'est dû à l'épigénétique ou pas? Ça, c'est difficile à dire, parce que j'ai aussi lu pas mal d'articles qui disaient que faire la différence entre épigénétique, génétique et juste plasticité en général génétique, c'est hyper compliqué. Il faut vraiment réussir à dire non, c'est pas de la génétique 100%. Parce qu'en vrai, tu pourrais avoir des enfants qui n'ont pas du tout pris le caractère épigénétique de leurs parents habitués, mais qui vont s'habituer parce que dès leur enfance, dès leur naissance, leurs parents les amènent à des endroits qui les habituent. Donc c'est très difficile à différencier, mais c'est possible. Tu pourrais faire des tests en les séparant et en essayant de voir si plus tard, après l'éducation, en fait, ils sont quand même déjà habitués. Parce que du coup, question pour aussi poser pour quand ils ont été chassés, du coup la peur de l'humain s'est instaurée parce que je pense qu'ils se faisaient chasser. Du coup, ce serait intéressant. Ouais, ce serait intéressant de tester ce genre de choses, mais de nouveau, c'est compliqué, mais c'est des théories assez intéressantes à tester. Donc ça, c'est une mémoire de la peur, entre guillemets, qui est transmise, qui est possible. J'ai encore 2 exemples. Vas-y, balance. Je peux parler de l'humain discutable comme étude, mais par exemple, beaucoup d'humains qui ont subi des traumatismes hyper graves, par exemple les guerres, les famines, etc. On voit que leurs descendants ont clairement plus souvent soit des problèmes entre guillemets, de métabolisme, par exemple des survivants de famine, ils devenaient peut-être plus obèses après, je crois que j'avais vu. Ou alors l'inverse, il y a des trucs comme ça qui sont corrélés, mais c'est très difficile à dire si c'est vraiment causé par ça ou si c'est juste une corrélation qu'on a vue, mais en fait il y a plein de choses qui sont autres qui affectent ça. Et oui, en gros, chez les humains, il y a des études qui ont été faites comme ça, mais c'est pas hyper clair, surtout qu'on peut pas faire des expériences aussi facilement. On va pas traumatiser des gens et tester, voir leurs enfants s'ils sont traumatisés aussi. Il faudrait plutôt utiliser les personnes qui ont été traumatisées. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'avec ça, par exemple, t'as pas forcément un échantillon qui est hyper grand. Donc statistiquement, c'est difficile de dire « Ah oui, on a cet effet ». Mais voilà, avec les études qui ont fait ce genre de manipulation, donc par exemple une trentaine d'individus qui avaient subi un traumatisme, elles ont vu en effet des corrélations qui montraient que leurs enfants avaient le même caractère, etc. Même des fois, cette espèce d'épigénétique qui passe que chez les mâles, que chez les hommes. Ce qui est assez marrant, ça voudrait dire que c'est lié avec le chromosome Y, qui est du coup que chez les hommes, et qu'il y a une espèce d'épigénétique spécifique à ce chromosome. Et c'est assez intéressant, mais de nouveau, c'est un peu difficile à prouver. Est-ce que j'ose faire une parenthèse? Oui. J'avais vu en cours, mais du coup, toi, tu n'étais pas dans celui-là, que c'était, il y a quelques années, il y a eu une grande tempête qui a duré 3 mois au Canada. Et en fait, les femmes enceintes, du coup, durant la tempête, en fait, leurs enfants ont développé des maladies plus tard dans leur vie parce que leur mère a subi un traumatisme durant
sa période où elle était enceinte. Et en fait, c'était dû à des modifications épigénétiques et du coup, plein de facteurs de stress qui ont fait que ça a modifié épigénétiquement le génome de l'enfant. Ce qui veut pas dire mettez-vous dans un traumatisme pour vos enfants. C'est possible. Mais peut-être qu'ils seront plus forts. Du coup, voilà, je voulais faire une petite parenthèse. Exactement. Il peut avoir tout type d'effet. Dernier petit exemple que moi, je suis allé chercher et que je crois que je suis peut-être trop allé chercher d'ailleurs, parce que T'es à fond dedans. Je crois pas que ce soit vraiment prouvé. Mais j'ai réfléchi à un truc. Quand justement une femme est enceinte, elle échange avec son bébé à travers le placenta. Et des choses qu'elle échange avec autres que nutriments, elle échange par exemple des anticorps. Ouais. Et donc en fait, le bébé, quand il va naître ou juste avant qu'il naisse, il a déjà une espèce de semi-immunité acquise, mais en fait c'est pas lui qui l'a acquise, c'est la mère qui l'a acquise, mais qui l'a un peu donnée comme ça. Et en fait, si tu réfléchis à ça, c'est comme si l'expérience de la mère qui était infectée par un virus, donc cette expérience, ce qu'elle a vécu, a été gravée entre guillemets dans ces cellules B qui produisent les anticorps. Ouais. Ces anticorps passent dans le bébé, donc c'est une espèce de mémoire d'une attaque, si on veut, d'une infection. Et ce bébé maintenant est un trait de résistance à ce virus. Un trait de résistance. Pas dans le sens son trait, son phénotype, ou je sais pas comment dire. Ah ouais, il est. Tu vois, il est un peu résistant à ce virus. C'est ce que je veux dire, ouais. Mais pas parce que la séquence ADN de la mère a été transmise à son enfant, mais par autre chose. Tu vois. Et je ne sais pas si ça, on appelle vraiment de l'épigénétique. Je vois ce que tu veux dire. Bah après, c'est... Mais c'est une transmission, en guillemets, du coup, verticale de caractères ou de traits sans avoir besoin de vraiment parler de séquence d'ADN. Ouais. Bah, en vrai, c'est vrai que... Bah, c'est comme tu avais dit avant, c'est la mémoire du système immunitaire. Un peu ce que là, il est redirigé en plus à l'enfant. C'est ça. Parce que le système immunitaire, on peut aussi le voir comme en fait les cellules de peau qui elles-mêmes se reproduisent en cellules de peau. Donc en soi, c'est déjà un truc qu'on connaît en guillemets. Mais le bébé n'a pas du coup ces cellules-là qui produisent les anticorps. Il a juste le produit. En fait, il n'a pas la recette, il a le produit. Mais c'est vraiment, du coup, tu as une espèce de... Il ne sait pas comment les faire, mais il les a. Il les a. Ouais. Et malheureusement, il les a pendant pas longtemps non plus. Ouais. Du coup, mon délire est un peu cassé rapidement. Mais disons qu'à sa naissance, il a une espèce de mémoire de sa mère qui s'est déjà battue contre certains virus. Ça, ouais. Et ça, c'est cool. Mais ça, du coup, tu as dit que ça, c'était pas prouvé parce que je crois que c'est quand même vrai, non? Prouvé, mais j'ai pas vu des articles qui parlaient de ça spécifiquement et qui disaient épigénétique. Tu vois. C'est pas lié à l'épigénétique, forcément. Qui sont vraies, mises ensemble. Je me dis, c'est une espèce de mémoire. Je suis sûr que n'importe quel généticien me dirait tu as complètement tort. Mais moi, je trouve ça marrant. Donc, il n'y a pas forcément de lien avec l'épigénétique, mais c'est une forme de mémoire que la mère donne à l'enfant. Pour moi, ça rentre dans la définition de l'épigénétique. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Je suis d'accord de ne pas être d'accord avec vous. Voilà. Donc ça, c'est mes quelques exemples. Et j'aimerais du coup revenir sur le concept en général de l'épigénétique, du coup. Qui en fait, pour les gens qui ont, en guillemets, un peu découvert ça, a un peu cassé le dogme, disons, général pas de la biologie, mais presque, qui disait que, en fait, ce qu'on est aujourd'hui, nos traits, nos sensibilités, etc., sont juste codés génétiquement et tu peux rien y faire, c'est juste déterminé. Tu vois, le déterminisme de la séquence d'ADN, en gros. C'est vraiment, tu as les gènes ou tu n'as pas les gènes. Enfin, tu as sûrement les gènes, mais ta version de ce gène-là est bonne ou elle n'est pas bonne. Terminé, tu n'as pas de chance de jouer dessus. En fait, du coup, ça change un peu cette vision-là parce que tu peux avoir plein de facteurs de ton environnement, donc de la nourriture, des produits chimiques, n'importe quoi, qui viennent dans ton organisme et qui viennent remettre un peu de l'ordre ou du désordre, voilà, qui du coup peut-être vont te permettre de ne pas développer une maladie, ou alors si tu as des mauvaises habitudes de vie qui vont te mettre plus en danger d'avoir une certaine maladie, mais du coup, tout n'est pas déterminé par la séquence d'ADN. Et typiquement, il y a eu des exemples avec la cigarette où il y a des généticiens qui peuvent littéralement, en regardant ta séquence d'ADN, voir si tu as fumé. Tellement classe. Combien de temps tu as fumé. Sérieux ? À quelle intensité. Vraiment, ils arrivent à déterminer, je ne sais pas comment ils le font pour être aussi précis, mais ils arrivent vraiment à voir parce que ça a un impact énorme sur tes marqueurs épigénétiques. Donc, il y a plein de choses comme ça qui peuvent arriver. Mais du coup, ce qui veut dire que quand tu fumes, tu changes tes marqueurs. Mais comme on a dit, tout ce qui est épigénétique n'est pas permanent. Ça s'estompe avec le temps. Et ça peut même s'estomper
durant ta propre vie. Donc, si tu as des mauvaises habitudes, tu peux arrêter ces habitudes-là et revenir inverser. Ouais, c'est réversible. Voilà, c'est réversible. Tu peux inverser tes marqueurs. Donc ça, c'est très cool. Trop bien. Et puis, je crois que sur ça, je termine ma partie en disant que voilà, le déterminisme d'ADN n'est pas absolu. La séquence d'ADN détermine pas 100% ta fitness, disons comment tu vas te reproduire, si tu vas bien survivre et tout, parce qu'en fait, tu pourrais juste, par malchance, avoir un gène qui n'est pas exprimé, parce qu'en fait, tu as été exposé avec un truc chimique, ou inversement, quelque chose de bien qui peut t'arriver par chance. Tu vois. Donc, même si tu as le meilleur ADN possible, si tu as des problèmes dans ta vie, bah, c'est possible que tu ne transmettes pas parce que justement tu as eu des modifications qui ont fait que finalement ça ne se passe pas bien. Ton environnement peut te saboter et juste la meilleure séquence d'ADN possible juste passe pas. Et avant de trop vous laisser avec un espoir absolu non plus, je vais un petit peu casser le délire de l'épigénétique dans le sens où une bonne partie de l'épigénétique est codée par les gènes. C'est bon. C'est bon. En fait, casser le délire. Il y a quand même pas mal de cette régulation de tous ces marqueurs qui sont déjà codés par les gènes. Donc là, on a un peu moins de contrôle dessus. Mais de nouveau, il y a peut-être des médicaments qui pourraient faire en sorte que tu aies plus ou moins de sensibilité. Parce que tout ça est réversible. Donc, de nouveau, c'est ça qui garde l'espoir, c'est que c'est réversible. Mais voilà, il y a une partie qui est codée par les gènes. Il ne faut pas non plus déconner. Les gènes, la séquence d'ADN, c'est hyper important. Mais d'ailleurs, justement, pour un médicament, j'avais vu toujours dans le même cours où tu n'étais pas là. Cool. Ouais. Alors, il n'a pas séché, c'est juste qu'on n'avait pas choisi les mêmes cours. Il y a des médicaments qui permettent justement de modifier ton épigénome afin d'éviter certaines maladies. Par exemple, des personnes malades, j'ai plus les idées en tête, mais pouvaient prendre des choses qui modifiaient justement certains endroits du génome, enfin l'épigénétique du génome, afin justement de pallier à certains problèmes qui pourraient être causés par cette mauvaise régulation du gène qui cause la maladie. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, les médicaments peuvent aider. Exactement. Et il faut quand même... Je pense que c'est un peu nouveau, les médicaments comme ça, du coup. Oui, c'est plutôt récent. Faut un peu checker. Parce qu'apparemment, des fois, il y a des effets secondaires assez forts parce que ça change tout ton épigénome et on peut imaginer que ça a un impact. Du coup, voilà, ça, c'est l'épigénétique version 2, vu qu'on m'a un peu spoilé mon sujet. Ça va, je parle 20 secondes. Pas grave. Maintenant... C'est ton tour de répondre à des questions. Vas-y, je vais essayer de faire mon mieux. Petite question, peut-être c'est trop facile, peut-être c'est pas facile. Ouais. Est-ce qu'on peut séquencer son génome, son épigénome? Si on peut séquencer son épigénome? Ouais. Parce que par exemple, ton ADN, tu peux le séquencer avec plein de techniques qu'on connaît en guillemets depuis un moment. Ouais, donc séquencer, c'est lire le génome d'une personne. Exactement, réussir à lire en guillemets les lettres, les bases différentes qui existent. Et là, je te demande par rapport à l'épigénome, donc les marqueurs qu'il y a sur l'ADN. C'est vrai que tu as bien fait attention de jamais dire séquençage de l'épigénome, vous n'avez pas parlé comme vous pouvez le voir. Exactement. Est-ce qu'on peut le séquencer? Je pense que on peut pas le séquencer, mais on peut quantifier. Quantifier. Genre, vu que l'épigénome permet de plus ou moins transcrire des gènes, si tu regardes du coup les transcrits, le gène c'est l'ADN, les transcrits c'est l'ARN. Je pense que si tu quantifies la quantité d'ARN, donc la quantité de produit du gène, on pourrait peut-être savoir ça comme ça, mais on ne peut pas séquencer directement. Franchement, c'est intéressant comme réponse, parce que je n'avais pas pensé à cette espèce de quantification, qui d'ailleurs, je trouve que c'est un peu limite, parce que tu pourrais parler de... En fait, il y a juste une séquence régulatrice avant ton gène, qui fait que ton gène est plus... transcrit que d'autres gènes, mais qui n'a rien à voir avec l'épigénome. Tu peux regarder par rapport à la moyenne des gens, la moyenne de transcription des gens. Je vois l'idée, il y a peut-être un moyen, mais en fait, c'est possible. Oui, non. Oui, en fait, c'est difficile de dire que quelque chose est impossible, c'est difficile. Mais c'est vrai que c'est assez nouveau, je crois. Ça a l'air d'être un peu funky. Mais oui, apparemment, on peut faire des mini pailles, des mini trous, où on fait passer l'ADN dedans. Okay. Et en fait, on met un espèce de courant électrique qui passe des deux côtés. Ouais. Et comme l'ADN, on le connaît entre guillemets, il a différentes tailles, mais quand il y a une méthylation dessus, ça rajoute quelque chose sur l'ADN, ça fait un peu un blob dessus qui est collé. Et du coup, tu peux juste voir que ça perturbe le courant électrique qui passait de base, et tu peux détecter en fait s'il y avait une méthylation ou pas. Ok, ouais.
Typiquement, là, on parle beaucoup de méthylation. Il y a d'autres marqueurs épigénétiques, mais c'est un peu compliqué. La plupart, c'est voilà, des méthylations. Et ça, tu peux le séquencer parce que tu sais, du coup, aussi, je pense que tu sais exactement sur quelle base il est, si je dis pas de bêtises. Mais en effet, c'est nouveau et c'est un peu funky, je trouve. Ouais, ok. Bah, c'est vrai que c'est en fait, c'est logique. Maintenant, deuxième question. Est-ce qu'il y a de l'épigénétique chez les bactéries? Ouf. Est-ce qu'il y a de l'épigénétique chez les bactéries? Ouais, c'est chaud. En vrai, très bonne question. Hein. Elles sont pas mal tes questions. L'épigénétique, pourquoi il y en aurait, pourquoi il n'y en aurait pas? Parce qu'il me semble qu'on a vu que les bactéries pouvaient avoir des méthylations. Dans génétique, enfin de la mutation jusqu'au gène, on a vu que les plasmides pouvaient avoir des méthylations. Plasmides qui sont des petits génomes qui sont dans les bactéries. Donc il peut y avoir des méthylations. Donc je dis que oui! Let's go! C'est bon? Oui. Oui! Trop bien! Mais de nouveau, là, c'est un peu l'épigénétique dans le sens surtout régulation de l'expression des gènes. Les bactéries ne fument pas. Non, elles ne fument pas. On peut pas détecter depuis quand est-ce qu'elles fument. C'est dommage, mais on peut pas. Ouais, donc souvent c'est ça. J'ai vu source Wikipédia. J'ai vu que oui, que voilà, c'est surtout pour réguler. Typiquement, des exemples pour ça, c'est la formation de biofilms. Apparemment, est réglée par l'épigénétique. Donc, comment est-ce qu'on régule l'expression des gènes? Donc, elles peuvent créer des espèces de films avec plein de bactéries potes. On a un autre chat qui passe. Oui. Et puis, d'autres trucs comme la sporulation ou la virulence. Ah ouais? C'est un peu comme ce que je disais, il y a des fois des capacités qui sont cachées. Et juste, genre, d'un coup, une bactérie devient virulente parce que son gène, son gène qui est codé pour la virulence, d'un coup, est exprimé. Et bam, elle se libère et elle devient virulente. Ok, trop bien. Donc, en effet, ça existe. Bon, pas trop bien, mais... Pas trop cool, mais ouais. Mais t'as capté. C'est ça. Et dernière question qui est, je trouve, un peu difficile parce que j'en ai pas parlé exprès. Vas-y. En fait, l'épigénétique. On a dit que c'était des marqueurs sur la séquence qui se transmettaient de génération en génération. Mais comment, d'une génération à l'autre, ces marqueurs restent? Parce que je te donne peut-être un contexte. Imaginons chez les humains, il y a spermatozoïde, il y a l'ovocyte. Et quand il y a fertilisation et fusion un peu des deux, fécondation. Oui, fécondation, merci. Si on veut, ces deux cellules, elles doivent devenir omnipotentes parce qu'elles doivent devenir une cellule très grosse là qui se divise en plein de cellules qui ensuite deviendront de la peau, des yeux, blablabla. Donc à la base, elles doivent être omnipotentes. Ouais. Totipotentes, je crois qu'on dit même. Ouais. Je sais plus. Ouais, ou pluripotentes, il y a plein de noms. Non, mais celle qui peut vraiment tout faire, tu vois. À la base, tu dois vraiment pouvoir tout faire pour commencer un organisme. Parce que si tu peux pas faire un truc, tu auras un organisme sans bras ou sans peau, voilà, un problème. Donc, cette celle-là initiale, elle doit avoir, en guillemets, tous ces gènes, tous ces marqueurs dégagés. Elle doit avoir le bon épigénome pour permettre de pouvoir être tout, quoi. Voilà. Donc, comment c'est transmis? Comment ça se fait que ça se transmet? Ah ouais, elles sont pas très sympas tes questions. Je vais tenter un truc. Vas-y. C'est dû à des micro-ARN qui sont dans le cytoplasme de la cellule. Intéressant. C'est ça ta réponse? Ouais. Ok. En vrai, j'ai pas lu ça. Ok. Peut-être. Franchement, ça m'a l'air pas tiré par les cheveux, qui peut-être régule l'expression de quelque chose. J'ai tenté. Mais ce que j'ai trouvé, c'était pas hyper connu. Okay. Surtout quand en fait tu lis sur la question, ils disent ah oui, tout est censé être reprogrammé, et donc il n'est pas censé avoir d'épigénétique. Et après c'est en mode mais du coup comment est-ce que ça passe? Après ils sont juste en mode mais il n'est pas censé avoir parce que tout est reprogrammé, c'est important. Je vois. Et en gros la réponse était juste que il y a certains gènes, certains marqueurs qui ils esquivent et ils sont pas reprogrammés comme il faudrait pour tous les autres gènes. Après je me dis peut-être que au tout début tous les gènes ne sont pas forcément utilisés et du coup certains qui ne sont pas utilisés peuvent garder des modifications physiques parce que de toute façon ils ne sont pas utilisés au début où justement on doit être omnipotente, enfin pluripotente, totipotente, le terme adéquat. Et du coup si ce gène n'est pas nécessaire au début, peut-être que des modifications peuvent rester dessus.
Exactement. Je pense que c'est ça. Et surtout que j'ai vu qu'il y avait une estimation comme quoi il y avait 1% des marqueurs épigénétiques qui restaient après même la reprogrammation. En fait. Donc probablement que c'est un truc comme ça où en fait il n'y en a pas besoin. Et si tu gardes les marqueurs, bah, tu gardes quand même une espèce de mémoire d'une expérience peut-être de tes parents qui te sera utile plus tard. Ok, ouais. Donc voilà, en fait c'est une question impossible que je t'ai posée. Ouais, je me disais. Voilà, c'est pour ça que c'est une question bonus. À cause de ta question, là, j'ai pas eu le droit à l'égalité. On est à 2-1. Non. Bon, en vrai, on peut presque l'accorder parce bon. que... Je changerai mes questions la prochaine fois, j'ai compris. Je mettrai des questions de vilain. De vilain, pour pas dire de méchants mots. Hein. Impossible à répondre. Non, mais en vrai, voilà. Mais c'était des bonnes questions. C'était juste pour voir si tu sortais un truc. Mais pour les généticiens qui nous écoutent, imaginons que tu en aies, testez les hypothèses de Nico. Franchement. Je donne. Mettez un petit crédit. Contactez-moi et puis je peux venir dans votre labo, je sais pas. Voilà, on peut s'arranger, exactement. Donc sur ce, je termine la partie épigénétique. Et bah, c'était une très belle présentation, merci. Merci pour ta participation. Pas de soucis, ça fait plaisir. Bah, même si j'avais déjà vu un peu le thème, tu m'as appris pas mal de nouveaux trucs. Ça c'est cool. C'était très stylé, j'avoue. Et en vrai, le truc de tu peux savoir depuis combien de temps tu fumes, et combien de cigarettes par jour et tout, mais what the fuck. Je sais pas si c'est précis à la cigarette par jour, mais t'as vu genre un gros fumeur ou pas. Ouais, en vrai, vraiment cool. Bah ouais, on a vu un peu tout ce qui était... Du coup, c'est pas les mémoires au sens propre du terme, genre on n'est pas allé vraiment dedans, mais on a plus vu différents types de mémoires, si on veut. Oui, c'est... pareil. Ouais. Mais vraiment très cool. Du coup, il y a la mémoire des gènes, on pourrait presque appeler ça comme ça, l'épigénome. Oui, en fait, c'était ça qu'on avait pensé de base. Ouais, bah vraiment très cool. Hein. On espère que ça vous a plu. Hein. Exactement. À la prochaine. À la prochaine. Hein. Ciao. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et pour les curieux, je vais tenter de répondre aux questions auxquelles Lucas et Nico n'ont pas pu répondre pendant le podcast. D'abord, pour répondre à la question de Lucas sur l'existence de médicaments qui réduisent l'expression de canaux sodiques pour contrer la douleur fantôme, il y a des médicaments anticonvulsivants qui peuvent être utilisés, notamment la carbamazépine qui agit sur des canaux sodiques neuronaux non actifs pour les bloquer et réduit donc les douleurs de type aigu. Dans la deuxième partie, Nico a posé la question si l'habituation du loup à l'humain était liée à l'épigénétique. Il y a des indices qui montrent que des changements de comportement comme l'habituation pourraient être liés à des modifications épigénétiques et ceci est bien illustré par un potentiel lien entre l'épigénétique et la domestication du loup vers le chien. Un article publié en 2020 par Sundman et al. A trouvé que alors que la variation de la séquence génétique entre les chiens et les loups est relativement faible, la variation en termes de modification épigénétique est très large. Notamment, ils ont trouvé que des gènes reliés à la morphologie et le comportement montrent ces différences de méthylation sur l'ADN et donc que des changements de comportement pourraient bien être liés à l'épigénétique. Merci d'avoir écouté cet épisode et on vous verra la prochaine fois. Restez curieux! Ouais, mec, on a fait 58 minutes.